Nature sensible. Un podcast Proposé par Claire Duncan et Stéphane Henry. Nature sensible. Le podcast qui vous offre une vision holistique de l'éco-conception, De l'écologie et du lien homme-nature dans nos habitats d'aujourd'hui et de demain. Et voilà, nous arrivons à notre troisième et dernière partie du podcast avec Luc Schuiten. Nous allons écouter la suite de l'entretien. Que pourriez-vous apporter pour les générations d'architectes à venir et quel point serait important d'apporter dans l'enseignement des écoles, les écoles d'architecture? Qu'est-ce qui pourrait être pertinent? Je pense que sortir du star system. Sortir du star system. Ah, ben ça serait... C'est vrai que dans les écoles d'architecture, il y a un peu cette culture du star system. On parle toujours des grands architectes, toujours oui, les mêmes d'ailleurs. Mais qui ont ce côté mégalomane, avec un ego surdimensionné. Ouais. Ça, c'est tout à fait néfaste. Je pense qu'il faut commencer à remettre les choses à leur place, voir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est essentiel et humain et à partir de là construire quelque chose. Ouais. Je prends un exemple tout bête. On n'apprend pas à l'école qu'un mur, ça doit être respirant et pas transpirant. C'est-à-dire que quand vous faites un mur extérieur, il doit pouvoir échanger. Échanger entre l'intérieur et l'extérieur, mais toute la transpiration que chaque personne apporte doit pouvoir être évacuée vers l'extérieur naturellement. Oui. Dès le moment où on travaille avec des matériaux naturels, si vous faites un mur qui est en bois, en chaux, ça marche tout seul. Avec la paille, en la terre, en terre crue, etc. Tous les matériaux naturels, la pierre, même en pierre avec les joints. Comme on prend tous les problèmes à l'envers, on a fait ces maisons passives, ce qui en soi est une bonne chose, mais on a créé un film étanche qui entre l'intérieur et l'extérieur, beaucoup trop étanche. Ce qui fait que la maison est transpirante. Quand vous faites une maison en béton ou en acier, toute l'humidité que l'on produit doit être évacuée vers l'extérieur mécaniquement. Donc on oblige maintenant, la réglementation fait qu'il faut mettre une ventilation mécanique contrôlée pour corriger un défaut que l'on crée à l'origine. Oui. Puis en plus, ça va plus loin parce que même quand, même aujourd'hui, un architecte qui construit un bâtiment avec des matériaux perspirants qui sont très bons pour la santé, on va lui obliger à répondre à la réglementation, lui mettre une VMC quand même alors qu'on n'a pas besoin. Voilà. Donc là, on marche vraiment sur la tête. Mais comment peut-on imaginer de dire aux gens, vous allez avoir une maison qui est totalement étanche à la vapeur d'eau, à l'humidité? Et comme c'est invivable, vous devez mettre un système mécanique qui va fonctionner à l'électricité qui va consommer l'électricité pour que vous puissiez respirer. Parce que si vous n'avez pas ça, vous ne savez pas respirer. Ouais, c'est ça. C'est complètement ahurissant. Si vous mettez comme vêtement un sac en plastique sur tout votre corps, vous allez courir, vous allez l'arracher au bout d'un moment parce que c'est invivable. Pour moi, une maison, c'est un macro-vêtement. C'est ça qu'il faut commencer à réfléchir. Le vêtement, l'habit et l'abri, l'habitat, c'est la même racine, c'est la même fonction, c'est nous protéger
notre intimité des agressions extérieures, du climat, etc. Et nous créer un environnement de confort. Plus agréable. La seule chose qui change, c'est l'espace résiduel. Dans un habit, on a un espace résiduel qui est réduit à moins d'1 centimètre. Dans une maison, l'espace est beaucoup plus grand, mais l'effet est le même. Donc, notre relation aux matériaux qui fait l'habitation doit être réfléchi comme doit l'être l'habit. Et l'habit doit aussi être réfléchi totalement différemment. Quand on parle de mode dans les habits, on est dans la plus grande aberration. Là, on est au touche-le-fond. Mais oui, on rejette un vêtement tout à fait performant simplement parce qu'il ne correspond plus à la mode. Là, on a inventé un système incroyable pour créer une consommation effrénée, totalement destructeur de la planète, de l'environnement et de notre qualité de vie. Ça amène à la question suivante. Avez-vous un regard positif sur l'avenir? Que pensez-vous de l'informatique et de l'intelligence artificielle? Parce que ça, on n'en parlait pas de l'intelligence artificielle il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans encore. Alors, si j'ai un regard positif de l'avenir, je ne pourrais pas vous vraiment répondre à ça. On est tous embêtés. Je pense que les dés ne sont pas jetés, qu'il y a encore beaucoup de possibilités. La probabilité que ça se passe très très bien se réduit de plus en plus, plus on avance sans changer quoi que ce soit, ou en ne changeant pas suffisamment, continue à augmenter le problème. Maintenant, c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Je préfère essayer de voir quelles sont les solutions qui vont nous permettre vraiment de rebondir et de les mettre en place, de travailler à la mise en place de solutions positives pour que on puisse se tourner vers cela dès le moment où on n'aura plus le choix, on n'aura plus l'énergie, on n'aura plus les moyens, etc. Il faudra retrouver un équilibre qu'on aura perdu. Et autant expérimenter le plus de choses possible actuellement pour pouvoir avoir cette ressource au moment où le moment viendra. Et l'autre partie de la question... on a parlé de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pour moi un outil. Un outil qui peut être fantastique ou terrible. C'est comme un marteau. Il peut enfoncer des clous et il peut casser la tête de quelqu'un. C'est pas le marteau qui est en cause. C'est l'utilisation qu'on en fait. Et la façon dont c'est programmé, des fois aussi, peut-être. Alors, c'est peut-être ce que je reproche le plus à l'intelligence artificielle, c'est son nom. C'est pas une intelligence. C'est un logarithme qui permet de rassembler énormément de choses. C'est une machine à calculer fantastique, mais elle ne réfléchit pas. Réfléchir, c'est un tout autre processus. Il y a un processus de création, d'originalité, de prise de position aussi. Elle ne fait que mettre l'un à côté de l'autre ce qu'on on a mis dans la machine. Et c'est comme un ordinateur. On ne demande pas à l'ordinateur de réfléchir. Mais il peut nous restituer beaucoup de choses qu'on a mis dans la boîte. Alors, question du rêve, là. On est au-delà d'utopie. Si tout était possible, quel projet aimeriez-vous réaliser? Qu'est-ce que... on dit, moi, je souhaiterais réaliser un écoquartier. Un écoquartier un écoquartier avec des habitations 100% bio, etc., avec une série de gens qui adhèrent à la démarche de trouver une forme d'autonomie, d'équilibre et de relations particulières. Ça me parle, parce qu'en fait, moi, je me suis posé la question, parce que j'ai travaillé beaucoup sur le handicap, la question du handicap, et en travaillant là-dessus, et en me posant la question des écoquartiers, je me dis, est-ce que l'écoquartier n'a pas, en fait, une forme d'hérésie, dans le sens où est-ce qu'on est obligé d'avoir un quartier spécial pour être éco, ou en fait ça ne devrait pas être la ville elle-même qui devrait devenir un éco-quartier, en fait. C'est ça en fait vos projets, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on transformerait ce qui est en béton
en écoquartier en fait. Bien sûr, mais avant de commencer à faire une ville, on expérimente une maison, un écoquartier, un éco-village. Parce que ce que je trouve dommage, c'est que souvent on dit voilà, on va réserver une zone comme à La Rochelle, le quartier de Montgraine, on va dire on va faire un écoquartier, alors qu'on a des bâtiments en béton comme à Mireuil qui sont absolument invivables et qu'on pourrait transformer en écoquartier justement. Pourquoi partir sur du ex nihilo comme on dit, comme on fait Le Corbusier, comme a fait les cités idéales où on parle de rien, on recommence tout. Pourquoi faut pas travailler sur l'existant? C'est ça vos projets. Et on le fait aussi, on travaille aussi sur l'existant. Il y a de l'existant qu'il est vraiment nécessaire de récupérer et de retravailler là-dessus. Et il y a de l'existant qui vaut mieux démolir. Des préfabriqués en béton. C'est peut-être pas intéressant. Il y a des trucs la qualité architecturale n'est pas suffisante pour conserver. Tout à fait, est trop contraignante. Maintenant, il y a beaucoup d'HLM qui sont constitués de structures encore intéressantes à garder et qui pourraient très bien recevoir une autre peau, un autre équilibre et qui pourrait être retravaillé en gardant simplement juste la structure. Donc c'est chaque fois des solutions qui doivent être adaptées au cas d'espèce. Comment procéder pour créer des espaces ensemble? Et qu'est-ce que la permadémocratie? Qu'est-ce que vous pouvez en dire là-dessus sur la permadémocratie? Alors je pense que créer des lieux de vie ensemble, c'est tout à fait possible et pertinent, avec pour autant un point de départ qui doit pouvoir correspondre à un point de vue qui doit pouvoir être dans lequel on doit pouvoir s'accorder. Je pense que créer par exemple un lieu de vie, un écoquartier avec des gens qui ont comme idée de travailler de manière plus bio, de préserver la planète, avec d'autres qui ont comme idée de gagner le plus d'argent possible, donc faire une opération commerciale, et d'autres qui veulent une smart city et qui veulent que tout soit connecté, tout ça. Connecté. On va se retrouver avec continuellement des conflits excessivement difficiles à gérer. Il faudra faire des compromis qui ne va satisfaire personne. Donc je trouve que ça, c'est pas tout à fait une bonne idée. Non, je pense que c'est plus intéressant de regrouper des gens qui vont plus ou moins dans le même sens. Même direction. Il faut pas que ce soit totalement, mais plus ou moins, qui ont adapté certaines choses. La même direction, la même énergie, la même et ceux qui veulent faire une smart city, ils peuvent très bien réfléchir de leur côté, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une plus grande satisfaction de ce côté-là que d'autres? Pour certaines personnes, ça peut être un idéal, avoir tout connecté, tout automatisé, tout quelques essais, je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais on parle de toits végétalisés. Oui. Vous pensez que c'est un effet de mode ou ça peut avoir quelque chose de bénéfique après sur l'ensemble? Ah oui, ça peut vraiment être très très intéressant. Ce qu'on appelle la cinquième façade, donc la toiture, si c'est un lieu de biodiversité, ça peut être un relais pour l'ensemble de la faune dans une ville. Toute la couche qu'on va ajouter au-dessus va être une protection quand même thermique. Donc on ajoute une épaisseur qui va protéger. On va récolter l'eau de pluie et ne pas l'envoyer directement dans les égouts, mais elle va rester là, elle va pouvoir alimenter les plantes qui se trouvent qui se trouvent au-dessus. Il y a un effet tout à fait bénéfique. Ça évite les îlots de chaleur.
si c'est bien fait, c'est certainement tout à fait bénéfique. Et ça a quelque chose d'un petit peu juste en même temps. Rien qu'au niveau du fonctionnement, l'espace de nature qu'on a retiré dans le sol en faisant la construction, on le reporte sur la toiture. Donc on retrouve une sorte d'équilibre. Ce qu'on a enlevé, on le remet simplement à un étage supérieur. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, je ne sais pas si les gens ont de la logique ou pas, mais lorsqu'on voit qu'il y a des tempêtes, par exemple, et on voit toutes ces toitures qui sont arrachées, qui se baladent partout, alors que si c'était des toits végétalisés, il y aurait déjà moins de dégâts et moins de risques. Oui, tout dépend des toitures qui sont faites. Il y a des toitures végétalisées qui sont très très mal faites. Mais je parle des toits actuels en pente ou alors en tôle ou ce genre mais il y a des toits végétalisés en pente qui tiennent très très bien. Et c'est une technique qui a certainement, pour moi, beaucoup de sens. Oui, parce que ça se fait très peu en fin de compte. Je pensais que quand ils avaient commencé à en faire, je me suis dit, ça va être bien, on va commencer à mettre ça dans les villes. Puis en fin de compte, ça a très peu pris en France, beaucoup plus en Allemagne, en Hollande, dans les pays nordiques. Il y a une grande expérience de cela dans les pays nordiques, de toitures végétalisées depuis des siècles. Où on voit l'herbe qui pousse sur les toitures en Islande ou en Irlande, je ne sais plus. J'ai des images de toitures comme ça. En Belgique, il y en a pas mal. Ça marche beaucoup mieux qu'en France. On est plus proche de l'Allemagne au point de vue du fonctionnement. Mais c'est certainement une solution intéressante. Et vous-même, vous l'avez déjà proposé dans vos projets ? Oui, tout à fait. Chaque fois. Mes toitures sont soit solaires, soit végétalisées, ou même souvent les deux, une face capteur solaire qui est bien orientée, végétalisée de l'autre côté. On arrive presque à la fin. Est-ce qu'on peut dire quelques mots de plus sur la permadémocratie ? Il y a beaucoup de sujets en fait que vous abordez dans votre travail, énormément de sujets. Et donc, comment ça pourrait fonctionner La permadémocratie fonctionne déjà relativement bien. Donc, mais ça reste encore mineur comme utilisation. Mais notamment au moment de la COP 21. Mission Publique a fait une des plus grandes réunions permadémocratie planétaire. 46 pays ont travaillé en même temps à récolter ce que les gens voulaient penser de devoir faire pour pouvoir changer, résoudre les problèmes des changements climatiques. Là, il y a des centaines de milliers de gens qui ont participé à ça et que ça s'est traduit par un rapport qui a été dévoilé donc à la COP 21 pour un peu donner aux politiques l'avis de la population. L'idée que de retrouver la fonction de l'arbre à palabres. Oui, l'arbre à palabres. Est pour moi assez fondamental. Ouais. Il y a un endroit dans le monde où j'ai vu ce système fonctionner plus ou moins a priori bien, c'est Euroville. Euroville où il y a un arbre comme ça avec des branches et les gens se mettent dessous. Il y a une espèce de grand centre, mais autour c'est... L'architecte au départ voulait structurer quelque chose, mais en fait finalement les gens ont construit un peu comme ils voulaient. Et au départ il y avait rien, il y avait un désert, et puis finalement il y a des arbres qui ont poussé, et puis c'est devenu un truc extraordinaire quelque part. Tout à fait. Oui, c'est une démarche qui change. Ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que les gens qui participent à ça et qui sont amenés à réfléchir, à débattre avec d'autres, à sortir de leurs idées préconçues, et ça change énormément pour n'importe quel sujet. Sortir des sentiers battus et des idées préconçues, ça et commencer à aborder les problèmes avec un autre regard. Tout à fait, de manière beaucoup plus large. C'est important, je trouve. Tout à fait.
Je trouve que c'est très important de ne pas tomber sur tous les mêmes modèles qu'on a eu depuis 20 ans. Parce que le mouvement moderne, ça fait un siècle. Hein. Ça fait un siècle. Mais c'est important de se nourrir de tout ce qui a existé pour créer... Oui, il faut s'en nourrir, mais... Pour faire une nouvelle synthèse. Aussi. Une nouvelle synthèse avec ce que l'on apprend maintenant. Maintenant, voilà, c'est ça. Les connaissances actuelles. Et puis même dans le passé, quand on parle de terre crue, c'est des choses qui remontent à la nuit des temps, mais qui fonctionnent très bien. Tout à fait. Vous utilisez des images inspirées de l'univers de la bande dessinée, comme votre frère. Quelle technique utilisez-vous? Là, c'est plus le dessin, la technique. Donc, du dessin. Je ne dirais pas que je m'inspire de la bande dessinée en tant que telle, mais seulement dans son mode de communication. De communication, d'accord. La bande dessinée est un outil de communication absolument fantastique. Et il est très direct, tellement percutant. Et le langage fait qu'on le comprend très rapidement, et il a ce côté attractif. Attractif, ouais. Donc, il y a une sorte de simplification qui se passe par le fait que tout est cerné d'une ligne noire. Cette qualité qui vient un peu des vitraux pour assembler deux couleurs. Il y a un côté comme les hiéroglyphes aussi, les Égyptiens, un peu, c'est des bandes dessinées, on peut dire. Tout à fait. Mais au niveau de procédé d'impression, cette ligne noire permet de séparer deux couleurs et d'être plus net, et de rendre plus lisible les choses. Le dessin, donc plus efficace. Donc, moi, j'essaye d'être très communicant. Donc, d'arriver à raconter beaucoup de choses par le biais d'un dessin. Du dessin. Et mon dessin cherche avant tout à être un langage. Comment est-ce que je peux expliquer ce que je ressens, quels sont les points sur lesquels je mets un accent, la mise en évidence de contradictions, de choses comme ça. Et pour moi, le dessin est ce qu'il y a de plus efficace. Et en utilisant le dessin, le médium de la bande dessinée, je profite de toute cette expérience absolument remarquable, de la manière dont on communique pour expliquer quelque chose par ce biais de communication. En fait, c'était ma dernière question. Peut-être une petite curiosité, moi, plutôt en tant que professionnel. Je m'interroge sur le conduit de cheminée parce que c'est très rare. Moi, généralement, justement, je me suis posé la même question techniquement. Parce que moi, en général, j'aurais plutôt mis le conduit d'un côté du mur ou de l'autre. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je vois un conduit qui traverse complètement une structure porteuse comme ça. Oui. C'est qu'il y a un conduit dedans, en fait. Et c'est une prouesse technique, parce que ça n'a pas été facile à réaliser. Je me suis posé la question, parce que j'avais une maison comme ça, avec un mur porteur, et je me suis dit, si je mets le conduit dedans, moi, mon maçon, il va me... Alors, je pense que c'est possible, la preuve, puisqu'on peut le faire, mais je pense qu'il doit y avoir une poutre ou quelque chose de chaque côté qui... donc... il doit y avoir un truc en béton, là, peut-être, la voûte... ou alors en brique, passe des deux côtés et tiennent ensemble. Ouais, voilà. Il y a un trou au milieu. Au milieu, donc ma clé de voûte est trouée. Nous remercions infiniment Luc Schuiten pour son accueil, et nous le remercions aussi pour avoir répondu à toutes ces questions. C'était la dernière partie d'interview. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous disons au revoir. À bientôt. C'était Nature sensible. Nature sensible.